En 2013, des chercheurs de reliques de guerre forcèrent l'écoutille grippée d'un char soviétique enseveli et restèrent pétrifiés. À l'intérieur, dans l'obscurité absolue, ils découvrirent ce qui allait bouleverser l'histoire officielle du conflit. Au poste de pilotage siégeait un homme dont les ossements décomposés étaient littéralement soudés au levier de commande rouillé. Pourquoi l'équipage avait-il froidement abandonné son camarade, le laissant geler dans ce carcan d'acier de 47 tonnes? Et pourquoi le commandement avait-il impitoyablement rayé des registres, pendant 72 ans, l'annihilation de 40 chars d'une division d'élite de la SS? Vous allez découvrir comment des lambeaux de peau et des crachats de sang furent le prix réel d'une offensive stoppée net. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Le dénouement, enfoui au fond de cette fouille forestière, brisera vos illusions sur l'héroïsme de façade. 76 mm d'acier gelé, de la neige noire sous les chenilles lourdes, l'odeur de chair brûlée, incrustée à jamais dans la toile huileuse des vestons ouatés. L'hiver 1941 frappe de plein fouet. Le thermomètre chute à moins 30 degrés. Par un tel froid, la graisse épaisse des mécanismes d'armement se cristallise, devenant dure comme de la pierre. Le métal se fragilise. Au moindre contact imprudent, la peau humaine reste collée au blindage et s'arrache en lambeaux sanglants. La guerre se résume à une physique brutale. Survit celui dont la déperdition thermique est la plus faible et dont l'énergie cinétique de l'obus est la plus élevée. Le hurlement des sirènes d'alerte déchire un ciel de plomb. Les explosions des bombes brisantes allemandes secouent la terre, projetant des blocs de boue gelée. L'armée reflue vers l'est. Le chaos d'une retraite totale submerge les étroites routes forestières. Sur les bas-côtés, le matériel abandonné refroidit, réservoirs vides. Dans les fossés gisent des corps gelés, saupoudrés d'une neige sèche et cinglante. Dans cet enfer de glace, le char lourd Kliment Vorochilov en reste l'unique rempart face à la catastrophe imminente. 47 tonnes de blindage ouralien, un monstre d'ingénierie soviétique conçu pour percer les lignes fortifiées. Son glacis frontal de 75 mm n'est pas qu'une simple caractéristique technique, c'est l'unique chance de survie de 5 hommes pour les heures à venir. Le lieutenant Stepanov se tient à l'écoutille ouverte de la coupole de commandement. Son visage est tanné par le vent comme du vieux cuir, ses lèvres gercées jusqu'au sang. Il observe une carte topographique déployée, couverte de givre. Elle est presque inutile. La ligne de front s'est effondrée. Dans les écouteurs de l'interphone, à travers les grésillements des parasites, perce la voix du radio de l'état-major. « 13e, ici Ruby, parlez !»« Ruby, ici 13e, je vous écoute. »« Une colonne blindée ennemie a débouché sur l'axe. Estimation, 40 fanions. Mission, barrer la route à la côte 80. Tenez jusqu'à la mort. Parlez !»« Reçu, barrer la route. Terminé. » Pas de longs adieux. Ici, l'héroïsme est un automatisme professionnel poussé à l'extrême. L'ordre de l'état-major signifie un arrêt de mort mathématiquement programmé. Stepanov le sait. L'officier à l'autre bout du fil le sait aussi. Les ondes se taisent. Il ne reste que le bourdonnement monotone et écrasant des bombardiers allemands au-dessus de leur tête. 40 machines ennemies contre un seul char. Une armada allemande contre 47 tonnes de rage. Le poids d'un seul obus perforant à tête tronquée BR-350A est de 6,5 kg. La dotation standard est de 114 coups. La mathématique du combat à venir est implacable. La logistique prédit un épuisement inévitable. La température à l'intérieur du compartiment de combat chute vertigineusement. Le char est un creuset de glace où les caractères se forgent. Le froid pompe méthodiquement la chaleur des corps. Les doigts de l'équipage s'engourdissent, perdant toute sensibilité.
La respiration se transforme en une épaisse vapeur blanche qui se dépose en givre sur les optiques de visée. La peur s'est envolée. Il ne reste qu'un vide sidérant et des réflexes incrustés dans la mémoire musculaire. L'attente de la mort épuise plus que la mort elle-même. Mais le temps n'est plus à la réflexion. La situation impose un problème. L'instinct du chef livre une solution instantanée. Stepanov se laisse lourdement glisser dans la tourelle. La massive écoutille d'acier se referme dans un fracas métallique, isolant l'équipage du monde extérieur et de sa panique. À l'intérieur, flottent des relents de poudre brûlée, de métal froid et l'odeur âcre de l'huile moteur. L'espace se réduit aux dimensions d'un cercueil d'acier. « Pilote, en route !» La voix du lieutenant est sèche, monocorde. « Reçu, je lance !» Le pilote Gromov écrase les pédales. Le moteur diesel V2K tousse péniblement. Le puissant démarreur peine à faire tourner l'huile épaissie par les 30 degrés sous zéro. Les secondes s'étirent. Cette minute pèse un siècle. Enfin, les 12 cylindres poussent un rugissement primordial et s'embrasent dans une combustion contrôlée. Une vibration brutale se transmet à travers le métal gelé du plancher jusqu'aux os de l'équipage. 600 chevaux reprennent vie, crachant un épais nuage d'échappement noir dans l'air glacial. « Perforant, chargez !» Le chargeur saisit la lourde douille de laiton. Le métal gelé lui brûle les mains à travers ses gants fins. D'un geste sec, il engage l'obus dans la culasse du canon de 76 mm ZIS-5. Le claquement du bloc de culasse qui se verrouille résonne dans l'espace clos comme un coup de marteau sur une enclume. Le KV-1 s'arrache brutalement de sa position. Les larges chenilles déchirent la croûte de neige durcie, mordant la terre pétrifiée. La lourde machine broie les arbustes et s'enfonce dans le blizzard naissant, au-devant de l'avalanche d'acier qui approche. La guerre, ce ne sont ni les défilés, ni les beaux discours. C'est une contrainte physique extrême imposée à l'organisme humain. C'est la besogne sale et pesante d'exterminer ses semblables. Et maintenant, ce travail incombe à 5 hommes. La ligne est tracée. Une mission d'ingénierie exige une géométrie parfaite de l'espace. Côte 80. Une étroite percée au milieu d'une forêt de conifères impénétrables. Le gel a rendu la terre dure comme le roc. Une couche de neige d'1,50 m dissimule le relief réel. Les pins centenaires craquent sous la morsure du froid, produisant des sons semblables à des coups de feu secs. La route reste l'unique artère de transport. Un pas à droite ou à gauche signifie finir prisonnier des neiges profondes. Le manteau blanc masque habilement des fondrières infranchissables, gelées sur seulement quelques dizaines de centimètres. Un char moyen allemand de 22 tonnes brisera inévitablement cette croûte fragile et se posera sur le ventre, faisant tourner ses chenilles dans le vide. Le froid extrême agit comme l'arme tactique la plus efficace. Il réduit impitoyablement la manœuvre de l'ennemi à une seule voie. C'est la rude arithmétique de l'embuscade. Le char quitte la piste damée. Les larges chenilles enfoncent les congères, mettant à nu la terre noire. Le pilote Gromov pèse de tout son poids sur les leviers rigides des embrayages de direction. La machine de 47 tonnes pivote sur place dans un hurlement de diesel, broyant les jeunes arbres dans un craquement sinistre. La caisse se positionne selon un angle calculé avec précision par rapport à la route. Le secteur de tir est idéal. La lourde tourelle est partiellement dissimulée derrière un mouvement de terrain.
Mais la peinture d'usine vert foncé sur ce fond d'un blanc éclatant reste une cible trop facile. Une course contre la montre brutale commence. L'équipage quitte le compartiment de combat. Le choc thermique frappe les poumons. Respirer devient physiquement douloureux. L'air glacé brûle la gorge à chaque inspiration. Les hommes empoignent de lourdes haches et des scies passent partout. Les outils se couvrent instantanément d'un givre épais sous l'effet de leur haleine. L'héroïsme, c'est ce labeur physique épuisant, à la limite de l'arrêt cardiaque. L'équipage se transforme en une escouade de bûcherons. « Allez les pins, abattez-les à la base !» enroule le lieutenant Stepanov, plantant sa hache de toutes ses forces. « La scie se coince, la graisse a gelé !» répond le tireur, le souffle coupé. « Frappe à la hache, le temps presse !» Le choc de l'acier contre l'écorce gelée résonne dans la forêt. Les troncs teintent sous les coups comme des poteaux de fonte. Des éclats acérés volent, griffant les visages brûlés par le froid. La sueur inonde les yeux et se cristallise sur les sourcils. Sous les tuniques de laine, les corps brûlent sous l'effort, tandis qu'à l'extérieur, un froid mortel les paralyse. Le sang cogne lourdement dans les tempes. Les doigts sont pris de crampes atroces. La peau des mains craque sous l'effet du gel et du frottement. Un seul mouvement imprudent de la main nue contre le tube du canon et un morceau de chair resterait collé au métal glacé. Les branches de sapin coupées pèsent un poids énorme, chargé d'humidité gelée et de glace. Les tankistes les traînent, se brisant le dos, pour les empiler sur le blindage frontal et les flancs de la tourelle. Les garde-boue sont recouverts de blocs de neige. La tourelle est drapée de morceaux de bâche blanche rigides. La neige agit comme un isolant thermique naturel et un camouflage optique parfait. Le colosse d'acier ouralien se dissout dans le paysage hivernal. Les lignes géométriques sont brisées. La silhouette caractéristique de la machine disparaît totalement. Il ne reste que quelques minutes avant l'apparition de l'avant-garde ennemie. La terre gelée transmet déjà des vibrations à basse fréquence. Des centaines de moteurs lourds broient l'espace à l'ouest. Ce vrombissement mécanique approche inexorablement, pesant physiquement sur les tympans. « Plus vite les gars, la terre tremble !» lâche Gromov, jetant une dernière plaque de neige sur le couvre-chenille. « Dans le char, vite !» ordonne sèchement Stepanov, scrutant le voile gris du matin. Remonter dans le char est une épreuve de force. Les muscles tétanisés refusent d'obéir. Les bottes glissent sur le blindage verglacé. Les 5 hommes se laissent tomber dans les entrailles sombres du compartiment de combat. À l'intérieur, la température est à peine plus élevée qu'à l'extérieur, mais le vent n'y pénètre plus. L'odeur de la sueur humaine se mêle au parfum de la résine fraîche et à la puanteur âcre du lubrifiant. L'équipage prend ses postes. Les lourdes écoutilles sont verrouillées. Les puissants verrous d'acier claquent. Les optiques sont soigneusement essuyées à l'alcool pur. Le tireur colle son œil à l'oculaire froid de la lunette télescopique. Le réticule se pose précisément sur le virage de la route. Distance 400 mètres. La portée idéale pour un tir tendu. L'angle d'incidence est calculé au degré près. L'adversaire présentera son flanc le plus vulnérable. Un obus perforant de 6,5 kg transperce à coup sûr les 40 mm d'acier Krupp. C'est la thermodynamique brutale du combat. Le projectile repose déjà dans la culasse, l'amorce prête à recevoir le choc du percuteur. Le chargeur reste immobile, les mains posées sur le laiton froid de la cartouche suivante. Les hommes ne font plus qu'un avec la machine. Les battements de cœur ralentissent. La respiration devient régulière. Le piège est prêt. La tente se comprime comme un ressort d'acier. Le ressort de la tension se brise aux premières lueurs d'une aube blafarde. La lourde machine effectue un dernier mouvement d'ajustement. Le pilote Gromov relâche l'embrayage,
forçant le monolithe de 47 tonnes à pivoter de 15 degrés salvateur. Les chenilles broient la glace dans un grincement sinistre, ancrant le char dans le sol. L'angulation du blindage garantit désormais le ricochet des obus de petit calibre. Le moteur diesel pousse un ultime rugissement à travers le blizzard, puis se tait. Un silence de mort s'installe, seulement troublé par la respiration saccadée des hommes et le crissement de la neige sur les collecteurs d'échappement brûlants. Du voile gris émergent lentement des ombres anguleuses. La colonne. 40 monstres d'acier, marqués de croix noires, rampent sur l'étroit sentier. Les unités blindées d'élite de la SS, sous le commandement de l'Obersturmführer von Reichenbach, avancent en ordre de marche, sans craindre de résistance. La distance fond. 300 mètres. 250. Dans le périscope, Stepanov distingue les visages. Les tankistes allemands sont assis nonchalamment sur le blindage, écoutilles ouvertes. À travers le vent parviennent des éclats de rire et des paroles gutturales. Ils ne pressentent rien. L'air chaud de leur radiateur fait fondre la neige. Les moteurs Maybach tournent à haut régime pour empêcher la graisse de se figer. L'avant-garde s'engage dans le secteur de tir. En tête, un Panzer III. Son blindage frontal de 30 mm est impuissant face à l'énergie cinétique de l'artillerie lourde. Tête de colonne dans le viseur, rapporte le tireur, l'œil rivé à l'œilleton. Distance, 200. Perforant. Sous le chemin de roulement, feu, tranche Stepanov. Le tireur écrase la détente. Le percuteur massif brise l'amorce. Dans la douille, la charge de poudre s'enflamme. Le compartiment de combat est illuminé par un éclair jaune brutal. La pression des gaz expulse l'obus du canon rayé à 660 mètres par seconde. Un recul colossal projette la tourelle vers l'arrière, enfonçant les galets dans le sol gelé. La douille de laiton fumante est éjectée dans un fracas métallique, remplissant la caverne d'une odeur de poudre suffocante. L'obus franchit la distance en un tiers de seconde. Il s'encastre avec un craquement sinistre dans le joint entre la caisse et la tourelle du char allemand. La physique de la perforation ne laisse aucune chance. L'acier soviétique éventre le blindage Krupp comme du fer blanc. L'obus pénètre dans le compartiment ennemi et détonne. L'onde de choc, multipliée par le volume clos, atteint 3000 degrés. Les munitions stockées explosent. La tourelle de 3 tonnes est arrachée et projetée dans une congère par une tornade de flammes. La neige alentour s'évapore, révélant une terre calcinée. Le silence est pulvérisé. L'onde de choc secoue les arbres, faisant tomber la parure de neige qui camouflait le KV-1. « Cible détruite, parez !» hurle le chargeur, engageant la cartouche suivante. Ses mains, écorchées jusqu'au sang contre le métal glacé, travaillent avec une précision mécanique. « Correction à droite, 0,5, le char de queue, feu !» La voix de Stepanov est dénuée d'émotion. C'est celle d'une fonction dirigeant un mécanisme de mort. La colonne d'élite est stoppée net. Le deuxième véhicule s'encastre dans la carcasse fumante du premier. Le métal broyé grince. Les flammes éclairent la neige d'une lueur rouge sang. Les équipages allemands s'agitent dans une panique absolue. Eux qui avançaient en riant ouvrent des tirs aveugles dans le vide blanc. Ils ne comprennent pas d'où frappe la mort. Le son du canon lourd est déformé par l'écho de la forêt et étouffé par la chute de neige. La lueur de départ est masquée par les branches de sapin. Les chefs hurlent des ordres hystériques qui se noient dans le rugissement des flammes. Les chenilles étroites des chars allemands patinent impuissantes sur la glace, incapables de manœuvrer. Un deuxième tir secoue la terre.
L'obus perforant trouve le véhicule de Serfil. Le blindage arrière éclate. Le compartiment moteur s'embrase comme une torche géante. Le piège est définitivement refermé. L'étroite route forestière est devenue une nasse d'acier. Devant, un brasier. Derrière, un mur de flammes. Sur les côtés, des congères traîtresses prêtes à engloutir toute machine tentant de quitter la piste. À l'intérieur du KV-1, respirer devient insupportable. L'extracteur est totalement impuissant face à l'épaisse fumée de cordite qui brûle les yeux et la gorge. Les hommes toussent à s'en déchirer les poumons, mais le froid recule sous l'effet de l'adrénaline et de la culasse qui s'échauffe. Distance 180, le deuxième de la colonne. Feu! Un nouveau choc dévastateur secoue le blindage. Le cycle de destruction méthodique est lancé. Le hachoir de chair et d'acier tourne à plein régime. 40 machines ennemies sont prises au piège, et chaque seconde de retard signifie leur transformation inéluctable en carcasse de ferraille refroidissant par 30 degrés sous zéro. Ce métal qui refroidit devient le premier accord de la catastrophe. La division d'élite est immobilisée. L'assurance de la Wehrmacht se brise contre la thermodynamique de l'hiver russe. La colonne est une cible immobile. Les moteurs à essence s'étouffent. Le carburant synthétique se fige dans les durites. Les transmissions sont soudées par le gel. Les chenilles gèlent sur place. La mécanique ennemie est totalement paralysée. À l'intérieur de la tourelle, le cycle de destruction fonctionne à la limite des capacités humaines. Le temps se transforme en un décompte de douilles éjectées. La guerre est ici le triomphe de la volonté sur l'épuisement. Le chargeur travaille comme un piston hydraulique. Chaque cartouche de 76 mm pèse 10 à 11 kg. Des tonnes de métal glacé doivent être déplacées à la main dans cet espace exigu. Les mains du chargeur arrachent méthodiquement les cylindres de laiton des râteliers. La peau de ses paumes éclate sous les chocs thermiques. Le sang se fige dans le cambouis en croûte sombre. Ses gants sont en lambeaux. Ses doigts sont pris de crampes atroces. Mais les réflexes sont plus forts que la douleur. Saisir, pivoter, engager, retirer les mains. Obus à fragmentation, infanterie par le flanc droit, enroule le tireur, le visage collé à l'optique. Prêt, rugit le chargeur, percutant l'obus de 11 kilos dans la chambre fumante. Le lourd bloc de culasse à coin se verrouille dans un claquement sec. Le percuteur frappe l'amorce. Un éclair jaune brutal illumine un instant les visages noircis des tankistes. Les mécanismes de recul projettent le tube en arrière dans un fracas métallique. Le récupérateur hydropneumatique ramène, dans un grincement, la masse d'acier de plusieurs centaines de kilos en position initiale. L'obus explosif quitte le canon rayé à une vitesse de 680 mètres par seconde. 6 kilos d'acier et 700 grammes d'explosifs détonnent au milieu des soldats allemands en plein désarroi. Des centaines d'éclats dentelés et brûlants lacèrent l'air gelé. Les fines capotes de drap ne protègent en rien du fer volant. L'énergie cinétique des éclats déchire la chair humaine, broie les os et fauche les vies. La neige blanche se macule d'épaisses taches sombres. Le froid infernal de l'extérieur se heurte à la chaleur insupportable du canon brûlant à l'intérieur. La thermodynamique d'un combat ininterrompu crée des conditions incompatibles avec la vie. Le ventilateur de tourelle réglementaire est totalement incapable d'évacuer les volumes de gaz de poudre. Une fumée jaune âcre sature l'habitacle. La concentration de monoxyde de carbone grimpe en flèche à chaque tir.
Le manque d'oxygène serre les tempes comme un étau d'acier. Les poumons brûlent. Les hommes respirent par bouffées courtes et hachées, les dents serrées. Les yeux pleurent sous l'effet de la fumée corrosive et de la sueur salée. Les douilles vides éjectées teintent sur le plancher d'acier. Le laiton brûlant marque le cuir des bottes en roulant sous les pieds. Extraire les obus des casiers inférieurs exige un effort physique surhumain. Se baisser, arracher l'obus gelé de ses fixations, soulever 10 kilos à hauteur de poitrine, l'enfourner dans le tube. Le dos n'est plus qu'un bloc de douleur sourde. « Perforant, le 4e de la colonne !» ordonne le lieutenant Stepanov. Sa voix est dénuée d'émotion. C'est l'ordre sec d'un chef. « Paré, feu !» Un nouveau choc secoue les 47 tonnes du char. L'obus perforant de 6,5 kg éventre implacablement le flanc de 30 mm d'un énième engin ennemi. La détonation des munitions déchire le char moyen de l'intérieur. Des flammes jaillissent des écoutilles ouvertes. Les Allemands, en panique, tentent de braquer leurs pièces. Les mécanismes manuels de rotation des tourelles cèdent avec une difficulté immense à cause de la graisse figée par le gel. L'ennemi tire à l'aveugle. Des obus de 50 mm percent le blizzard en sifflant. Les équipages se débattent dans leurs boîtes d'acier qui refroidissent, conscients de leur totale impuissance tactique. L'impuissance tactique de la colonne paralysée transforme les engins de combat de la division d'élite SS en cercueils d'acier immobiles. Privés de toute capacité de manœuvre, les blindés deviennent des cibles idéales pour l'artillerie lourde. Les tankistes allemands s'agitent à l'intérieur des carcasses qui gèlent. La température de l'air chute brutalement. Le métal tordu refroidit vite, rendant ses derniers restes de chaleur au ciel d'hiver insondable. Les verrous des écoutilles de tourelle, abondamment graissés à l'huile d'armement, sont soudés par un gel à moins 30 degrés. Les équipages frappent de l'intérieur avec leurs lourdes bottes de combat et les crosses d'acier de leurs pistolets mitrailleurs contre les épais couvercles, tentant désespérément de forcer les verrous gelés. Il n'y a pas de salut. Les véhicules de tête et de queue en flammes coupent toute retraite. Ces boîtes d'acier exiguës, pas encore dévorées par les flammes hurlantes, se transforment rapidement en cryptes de glace closes. En désespoir de cause, l'ennemi cloué au sol ouvre un feu de barrage nourri. L'adversaire tire à l'aveugle, ne se repérant qu'aux rares lueurs des départs de coups à travers l'épais rideau de neige. Des dizaines d'obus perforants de 50 mm volent vers le char lourd camouflé, un Klim Voroshilov 1. Le poids d'un tel obus allemand est d'un peu plus de 2 kg. Leur vitesse initiale est extrêmement élevée, mais leur masse totale est absolument insuffisante pour garantir la perforation du monolithe d'acier de l'Oural. Un premier choc sourd ébranle terriblement le blindage frontal de la machine soviétique. Un deuxième suit instantanément, un troisième. Un vacarme infernal et continu frappe violemment les tympans tendus. L'énergie cinétique des projectiles se transforme en une onde sonore monstrueuse et une vibration sauvage qui traverse de part en part la carcasse de plusieurs tonnes. À l'intérieur de l'habitacle exigu, la peinture à l'huile blanche se détache des parois en une grêle d'éclats. Des esquilles métalliques acérées ricochent en hurlant sur l'imposante culasse, projetant des gerbes d'étincelles aveuglantes. L'air vicié se remplit instantanément d'une épaisse suspension de poussière de fer et d'une odeur écœurante de calamine brûlée. « Ricochet sur la tourelle !» constate sèchement le tireur, essuyant machinalement le sang chaud de son sourcil entaillé. Un éclat de peinture tranchant a frôlé son visage pâle, laissant une coupure profonde qui saigne. Le blindage tient. Continuez le travail, tranche le lieutenant Stepanov, malgré le sifflement continu dans ses oreilles. Explosif, paré, râle lourdement le pourvoyeur, enfonçant d'une poussée puissante
Un nouveau coup de 11 kilos dans la chambre fumante du canon brûlant. À droite 02, infanterie ennemie derrière le blindé, feu! Le canon lourd ZIS-5 crache avec un rugissement une nouvelle portion de métal mortel dans le vide blanc. Recul brutal. Éjection de la douille de laiton fumante. Le tintement du récipient vide sur le plancher d'acier strié est instantanément couvert par le nouveau fracas assourdissant des impacts ennemis à l'extérieur. Les tankistes allemands, en panique, passent aux obus perforants sous-calibrés, une denrée rare. Leurs noyaux durs sont en carbure de tungstène à haute résistance. C'est une tentative désespérée, l'ultime chance de percer les 75 mm de la plaque frontale du KV-1. Un nouveau barreau de tungstène de 900 grammes percute le flanc moulé de la tourelle à la vitesse monstrueuse de 830 mètres par seconde. Une libération colossale d'énergie destructrice se produit. La couche externe du blindage soviétique ductile s'écrase. Le barreau dur mord agressivement le métal sur une profondeur de 30 mm et se brise instantanément sous la pression interne extrême, ne laissant derrière lui qu'un cratère profond et fondu. À l'intérieur du char soviétique, un tintement strident et assourdissant retentit, comme si un marteau de forge géant avait frappé de toutes ses forces une cloche d'airain. Du sang épais commence à couler lentement du nez de tout l'équipage à cause des variations brutales et douloureuses de la pression interne. « Impact sur le flanc droit, pas de perforation !» hurle le pilote Gromov, les doigts blanchis par la tension crispée sur les leviers de direction pour maintenir son corps à son poste malgré les secousses effroyables de l'engin. « Cible bien en vue, perforant !» « Feu !» ordonne Stepanov, inflexible. Toute la haine humaine accumulée se cristallise en un calcul mathématique précis. Pas d'émotion superflue, juste les degrés de pointage secs et les kilos d'explosifs mortels. Le char soviétique solitaire, méthodiquement, coup après coup, pilonne de sang-froid la colonne ennemie paralysée. Ce n'est pas un exploit au sens noble du terme, c'est le labeur industriel, extrêmement lourd et insupportablement sale de la guerre totale. Écraser avec effort la pédale de tir rétive, attendre le recul brutal du tube lourd, avaler avidement le gaz de poudre suffocant qui brûle les poumons, arracher du râtelier et charger un nouvel obus pesant. Chaque coup précis du canon de 76 mm transforme à coup sûr un nouvel engin allemand en une torche à essence hurlante ou en un tas disloqué de ferrailles mortes. Les éclats déchirent le métal et la chair avec la même absence de pitié. Le feu de riposte de l'ennemi hébété faiblit progressivement. L'étroite route forestière disparaît définitivement sous une fumée noire, épaisse et impénétrable. Le carburant de synthèse répandu brûle vivement. Les munitions des engins piégés détonnent dans un fracas assourdissant. La route autrefois d'élite s'est transformée en un cimetière géant et fumant de ferrailles gelées et de corps déchiquetés. Le point d'appui camouflé continue de fonctionner sans interruption avec la cruauté glaciale et impeccable d'un chronomètre de précision. La température ambiante chute inexorablement jusqu'à moins 32 degrés. La nature rude et l'acier forgé ont uni leurs efforts impitoyables pour réduire l'armada offensive en poussière. La chaleur les corps humains épuisés à l'intérieur de l'étroit KV-1 maintient en vie le mécanisme d'acier. Et ce mécanisme apporte méthodiquement et sans relâche une mort garantie à tout ce qui a l'imprudence de se retrouver dans le réticule de sa lunette de visée. Le rouleau compresseur de la mort poursuit son travail monotone, tandis que l'Obersturmführer von Reichenbach serre le microphone de la radio d'état-major, les doigts blanchis par la tension. Dans les écouteurs de son casque, un grésillement continu de parasites couvre les cris de panique des équipages mourants.
L'ampleur de la destruction se déploie sous ses yeux en temps réel. La division blindée d'élite, qui a traversé triomphalement la moitié de l'Europe, se vide maintenant de son huile moteur épaisse et de son sang sur une route forestière enneigée et anonyme. Le désastre tactique est absolu. La voie étroite est bloquée à jamais par les carcasses fumantes des véhicules de tête et de queue. La température de moins 32 degrés paralyse toute tentative de contourner le bouchon par la neige profonde, transformant les congères en pièges de béton pour les engins légers et moyens. Reichenbach hurle dans l'éther son rapport sur la résistance insurmontable d'une batterie entière de chars lourds soviétiques. Il est physiquement incapable de réaliser que cette puissance de feu monstrueuse n'est assurée que par un seul et unique char. La conscience de la catastrophe imminente se transforme en une rage animale de condamnés. Les équipages allemands survivants cessent leurs tirs de zone inutiles. L'optique Zeiss des tireurs finit par saisir, à travers l'épais rideau de fumée noire et de neige, une silhouette à peine visible. Les lueurs régulières des tirs du canon soviétique de 76 mm démasquent inévitablement la position. Des dizaines de tubes de 50 et 75 mm pivotent de concert vers le remblai salvateur. Un feu de riposte concentré commence. Un déluge d'obus perforants s'abat sur la ligne camouflée avec une densité effroyable. L'espace autour du char soviétique solitaire bouillonne de poussière de glace et de mottes de terre gelée. Les obus lourds labourent le sol, fauchant les troncs des pins centenaires comme un rasoir géant. Le camouflage de neige soigneusement élaboré est instantanément balayé par des ondes de choc monstrueuses. Une vérification impitoyable de la limite d'élasticité de l'acier de l'Oural commence. L'énergie cinétique de dizaines de kilos de métal volant rencontre le monolithe du blindage incliné. La violence de ce processus écrase par son inéluctabilité mécanique. La plaque frontale du char se transforme en une râpe gigantesque, recevant le fer brûlant en temps réel. Des obus d'acier pesant de 2 à 6 kilos éraflent la tourelle, laissant de profondes rainures déchiquetées et arrachant des morceaux de métal ductile. Le grincement de l'acier écrasé couvre maintes fois le hurlement du blizzard. Chaque impact ricochant projette des gerbes d'étincelles aveuglantes. À l'intérieur de l'habitacle exigu, l'équipage encaisse des traumatismes acoustiques colossaux. Le char tressaille de toute sa carcasse de 47 tonnes, comme un seau vide sous les coups d'une masse. La suspension grince, amortissant l'effroyable énergie cinétique. Le blindage tient. 75 mm d'acier homogène absorbe avec succès l'impulsion mortelle des tirs allemands. Mais la physiologie des hommes est au bord de la rupture. Les tympans sont compressés. Du nez et des oreilles des tankistes coule un sang sombre et épais en filets continus, maculant les cols des vareuses de laine. L'air est saturé d'une fumée jaune âcre, d'une odeur écœurante d'isolant brûlé et d'une fine poussière métallique qui crisse sous les dents à chaque inspiration. Un nouvel obus perforant de 50 mm ricoche dans un sifflement strident sur l'imposant masque blindé du canon. Le fracas à l'intérieur de la tourelle aveugle les hommes un instant sous la douleur. Impact sur le masque! Tube intact! Optique opérationnelle! Hurle le tireur, n'osant détacher son œil enflammé de l'œilleton en caoutchouc de la lunette télescopique. Les chenilles! État du train de roulement! Rugit sourdement le lieutenant Stepanov. Ses cordes vocales sont rompues. Il tente de couvrir le fracas infernal des éclats tambourinants sur le blindage. La poulie de tension tient. Les chenilles sont intactes. La transmission n'est pas touchée, râle le pilote Gromov, percevant les vibrations de la machine meurtrie à travers les semelles de ses bottes gelées. Obus explosif, sur les lueurs des pièces au flanc droit. Chargé. Prêt, obus en chambre. Le pourvoyeur remplit sa fonction en puisant dans les dernières réserves de son organisme. Ses muscles sont saturés d'acide lactique.
Sa respiration se transforme en un sifflement rauque et déchirant. Le lourd coup de 11 kilos entre avec un claquement métallique dans la chambre fumante. La culasse à coin se referme, isolant la fraction de seconde avant une nouvelle explosion. Le Klim Voroshilov 1 encaisse le choc concentré de toute l'armada ennemie, devenant un aimant géant pour le fer volant. Le compte à rebours de fer se joue en secondes et en millimètres de blindage. Chaque instant est une nouvelle cicatrice profonde sur la plaque frontale et une chance mathématique d'une perforation fatale. Mais tant que le puissant moteur diesel tourne et que la culasse du canon expédie fidèlement la mort, l'équipage poursuit méthodiquement sa besogne. La thermodynamique de cet enfer artificiel atteint son apogée. Le nœud de métal déchiré, d'essence en flammes et de sang qui gèle, se resserre. L'équipage ne pense ni à l'héroïsme ni au salut. Il n'évalue que l'épaisseur de son blindage, les angles de pointage et le stock de munitions qui fond à vue d'œil dans les casiers froids. Le stock de munitions qui fond à vue d'œil dans les casiers glacés devient l'unique mesure du temps imparti. Le commandement allemand s'étrangle de rage impuissante devant cet échec tactique. Les canons de 50 mm sont incapables de percer le monolithe d'acier de l'Oural. L'ennemi change radicalement des tactiques. À travers le mur de neige et la fumée noire et grasse des engins en feu, des pièces d'artillerie anti-chars tractées s'avancent sur la ligne de tir. Derrière elles, déployés en tirailleurs, marchent des groupes d'infanterie. Les explosions ciblées d'obus lourds commencent à tomber avec une précision effrayante. La position du char lourd soviétique est définitivement repérée. La distance diminue rapidement. Autour du char surgit une forêt impénétrable d'explosions gris sales et de terre glacée. Les éclats tranchent les restes du camouflage, déchiquettent les garde-boue, font jaillir des étincelles du dôme du périscope. L'infanterie de la Wehrmacht, dans ses lourdes capotes, s'enfonce jusqu'à la taille dans la neige, mais rampe obstinément, tel un mécanisme remonté, serrant des mines magnétiques et de lourds paquets de grenades. À l'intérieur de l'habitacle, la limite absolue de la physiologie humaine est atteinte. Une fatigue de plomb s'abat sur les épaules comme une presse de fonte, paralysant les muscles engourdis. Ce n'est pas une fatigue passagère, mais un épuisement total du système nerveux et une déshydratation complète. L'air manque cruellement. Les poumons pompent convulsivement un mélange toxique de dioxyde de carbone, de poudre brûlée et de vapeur d'huile moteur. Chaque inspiration brûle la gorge comme un acide. Le vide intérieur consume toute émotion. Il n'y a ni peur, ni espoir, ni souvenir. Le cerveau coupe les fonctions secondaires, ne laissant que l'instinct de survie et une mémoire musculaire ancrée. 5 hommes sont devenus les appendices biologiques d'une culasse brûlante, de leviers rigides et d'oculaires froids. Ils travaillent bien au-delà des normes humaines. Artillerie de front! Ils mettent en batterie une pièce anti-char. Râle péniblement le tireur, essuyant le mélange visqueux de sueur et de sang coagulé sur son visage. Sa voix n'est plus qu'un sifflement faible. « Pilote! Arrière! Casse la position !» rugit le lieutenant Stepanov. Ses cordes vocales sont à bout. Les mots sortent avec une écume de sang rose sur ses lèvres gercées. « Ne ralentissez pas la cadence! Explosif! Chargez !» La statique d'une mort certaine cède la place à la dynamique désespérée d'une manœuvre brutale. Rester immobile sous le feu d'une artillerie réglée signifie une mort garantie. Le pilote Gromov enfonce ses jambes engourdies dans les pédales d'acier. Ses mains tirent avec un effort surhumain les lourds leviers des frictions latérales. Le moteur diesel à 12 cylindres, exténué, pousse un hurlement étouffé, crachant un épais nuage de fumée noire.
47 tonnes de métal meurtri s'arrachent dans un grincement monstrueux de l'ornière de glace. Les larges maillons patinent sur le sol gelé, projetant des fontaines de poussière de glace et de terre. Le char lourd recule maladroitement, brisant des pins et changeant son secteur de tir de quelques mètres vitaux. Au même instant, un obus perforant ennemi s'abat sur l'emplacement qu'ils viennent de quitter dans un fracas retentissant, creusant un cratère fumant dans la terre dure comme le granit. « Pareil !» hurle le pourvoyeur à travers le fracas. Il ne sent plus ses mains. Ses poignets sont couverts d'une croûte sanglante due au contact brutal avec le laiton glacé et le métal des casiers. Le lourd projectile est engouffré dans la chambre uniquement par la force d'une volonté animale, court-circuitant ses nerfs défaillants. « Sur la pièce! Feu !» Le recul colossal secoue à nouveau l'étroite boîte blindée, écrasant les tankistes contre leur siège. L'obus explosif parcourt la distance en une fraction de seconde et balaie impitoyablement les servants allemands ainsi que le bouclier d'acier de leurs canons. Le naturalisme psychologique de ce combat réside dans sa mécanique sans âme. Personne à l'intérieur ne ressent de haine sublime ou de joie. Il n'existe qu'un calcul froid. Charger l'obus, placer le réticule, presser la détente avant que le métal ennemi ne trouve une zone de moindre résistance. La mort qui surgit de toutes parts est occultée par des réflexes primordiaux. L'équipage opère en mode autonome, dans un état de choc continu. Le monde s'est réduit à un réticule étroit et une culasse qui claque. L'infanterie allemande s'approche, exploitant les angles morts de l'énorme machine. Les balles perforantes martèlent les épiscopes, tentant d'aveugler l'équipage. La température à l'intérieur fluctue de manière atroce. Le canon chauffé à blanc dégage une chaleur qui brûle la peau, tandis que les plaques de blindage exhalent un froid sépulcral. Cet antre de glace est devenu le creuset d'un enfer, où les hommes et l'acier ont fusionné en un organisme de résistance unique, broyant méthodiquement les os de l'ennemi et ses propres tendons pour chaque seconde de vie arrachée sur cette ligne de front. Les secondes de vie arrachées au destin se consument brutalement dans les éclairs aveuglants d'un feu à bout portant. L'infanterie allemande, réalisant l'inefficacité totale de ses armes légères contre le blindage lourd, déploie en tir tendu ses canons anti-chars de 50 mm, les PAK-38. La distance se réduit à un seuil critique de 150 mètres. Enragé par des pertes colossales, l'ennemi frappe à bout portant, sans plus compter ses propres morts. Les obus perforants sous-calibrés, dotés d'un noyau de carbure de tungstène, s'abattent sur la machine soviétique meurtrie en une pluie d'acier continue. Chaque impact direct s'accompagne d'un fracas assourdissant, un tintement à rendre fou doublé d'une vibration monstrueuse qui arrache à l'équipage ses dernières forces physiques. Le blindage aralien de 75 mm encaisse les coups aux limites extrêmes de la thermodynamique et de la résistance des matériaux. Mais l'effet cumulatif de la fatigue du métal finit par l'emporter inexorablement. Un nouveau noyau perforant de 900 grammes percute de plein fouet le joint affaibli entre la plaque frontale et le masque blindé de la fente de vision du pilote. À l'instant de l'impact, la vitesse du projectile dépasse les 800 mètres par seconde. L'énergie cinétique démesurée écrase l'acier soviétique ductile. La perforation est totale. Des éclats d'acier ouralien portés au rouge-blanc et des projections de tungstène en fusion s'engouffrent dans l'étroit compartiment de conduite dans un hurlement strident. Un éventail mortel de métal déchiqueté cisaille l'air vicié, saturé de gaz de poudre épais. Le mécanicien conducteur Gromov encaisse ce choc terrible de plein fouet. Les éclats brûlants traversent sa lourde vareuse de laine et s'enfoncent profondément dans sa chair, déchirant les tissus musculaires et les artères majeures. Un sang sombre et épais
macule instantanément le métal froid du tableau de bord et les leviers rigides des embrayages latéraux. Le corps humain subit des dommages physiques massifs, absolument incompatibles avec la vie. Un choc traumatique profond aurait dû lui faire perdre connaissance à l'instant même. Mais les réflexes professionnels ancrés dans son cortex et l'instinct animal primaire de tenir la position s'avèrent bien plus forts que la mort imminente. Gromov ne lâche pas les commandes. Mourir à son poste dans un char est dénué de toute noblesse. Ce n'est qu'une flaque sale et visqueuse sur le plancher d'acier strié et une pression artérielle qui chute en flèche. Gromov comprend avec une clarté absolue. Si le char lourd recule ou dévie, ne serait-ce que de quelques centimètres sous le recul du tir, l'angle d'incidence salvateur du blindage frontal changera de manière critique. Le prochain obus allemand transpercera à coup sûr le compartiment de combat, anéantissant tout l'équipage. Ses mains raidies, inondées de son propre sang, serrent à mort les poignées d'acier glissantes. Ses jambes, dans un effort convulsif et surnaturel, enfoncent les pédales dures de l'embrayage principal et du frein, verrouillant la masse de 47 tonnes dans une immobilité absolue. « Mécanicien, vire à droite, présente l'angle !» hurle le lieutenant Stepanov, forçant sur ses cordes vocales brisées à travers le fracas ininterrompu des explosions proches. « Peux pas, je tiens l'angle. Tire !» répond d'en bas un râle humide et bouillonnant. Gromov s'étouffe avec son propre sang, mais ses doigts blanchis par la tension ne desserrent pas leur prise mortelle. Stepanov jette un regard bref et vide vers le bas. Dans la lumière blafarde du compartiment de combat enfumé, il voit la vie s'échapper du pilote par saccades. Le temps n'est ni au regret, ni à la réflexion. Les émotions humaines sont totalement verrouillées. Chaque milliseconde que Gromov achète au prix de sa propre agonie doit être immédiatement convertie en morts ennemies. C'est un échange direct et impitoyable de chair vive contre du métal déchiré. Une volonté humaine de fer se confronte à une puissance de feu décuplée dans le volume clos d'une boîte d'acier gelé. Cadence maximale! Perforant! Charge sans arrêter! Rugit le chef de char, le visage écrasé contre l'appui-front en caoutchouc froid du viseur télescopique. « Obus !» grogne sourdement le pourvoyeur. Il engage un nouveau bloc d'acier de 6 kilos dans la culasse fumante avec des mains raides, broyées en une bouillie sanglante, travaillant uniquement sur les restes de sa mémoire musculaire. « Feu !» Le lourd canon de 76 mm tressaille dans un recul sauvage et ferraillant. Le tir, presque à bout portant, ne laisse aucune chance de survie au servant de la pièce allemande. Un obus explosif à fragmentation de plus de 11 kg percute de plein fouet l'épais bouclier d'acier du canon ennemi. L'explosion surpuissante pulvérise instantanément la pièce et ses hommes, les transformant en une masse informe mêlée de métal tordu et de neige souillée. Mais de nouvelles vagues succèdent immédiatement aux Allemands tués. L'infanterie de la Wehrmacht sature la position de grenade. Les explosions martèlent sourdement les larges garde-boue. Des éclats acérés arrachent continuellement des gerbes d'étincelles à la tourelle massive. La température corporelle de Gromov chute rapidement. Le gel de moins 30 degrés extérieur s'engouffre par la brèche béante du blindage. Un vent glacial se mêle à la chaleur insupportable et suffocante de la culasse brûlante. Le sang épais sur les leviers commence à se cristalliser, collant définitivement les paumes du mécanicien mort au métal figé. Il devient enfin une partie intégrante de la machine, un verrou organique maintenant l'angle de protection du blindage. Le char meurtri continue de se dresser, tel un bunker de granit enraciné. « Sur l'infanterie, à fragmentation !» La voix de Stepanov n'est plus qu'un mécanisme sec et métallique débitant des ordres. «
Prêt? Feu! Éjection brutale de la douille vide. L'odeur suffocante de la poudre brûlée finit de chasser les maigres restes d'oxygène du compartiment de combat. Le feu du tube surchauffé du KV-1 ne s'arrête pas une seconde. La machine d'acier recrache méthodiquement la mort dans la masse grise de l'infanterie qui avance, opérant à la limite absolue de la résistance du métal et bien au-delà des capacités humaines. À l'intérieur du char ne pulse plus qu'un instinct aveugle de survie et de destruction. Gromov est mort, mais ses mains figées, soudées au métal par le gel, continuent de tenir la ligne, permettant au canon de broyer sans relâche la division ennemie en une poussière de glace sanglante. Les 114 obus de la dotation de bord touchent à leur fin, et chacun d'eux atteint sa cible, payé au prix fort par les secondes d'un souffle humain qui s'éteint. Le 114e obus perforant lourd quitte le tube brûlant du canon de 76 mm dans un fracas métallique assourdissant. La douille de laiton fumante tombe avec un bruit sourd sur le plancher strié, jonché de métal brûlé. La culasse reste ouverte. Les casiers à munitions inférieurs et latéraux sont absolument vides. La dotation de bord est épuisée. Le vacarme ininterrompu de plusieurs heures s'interrompt soudainement. Un silence strident, surnaturel, s'installe dans la boîte blindée. Ce vide acoustique pesant comprime les tympans déchirés plus violemment que les explosions d'artillerie. L'offensive de l'armada blindée ennemie est brisée. Les 3 chemins forestiers s'est transformé en un gigantesque cimetière pour cette division d'élite allemande. 40 carcasses d'acier déchiquetées finissent de brûler par un froid polaire. La température s'est figée à moins 32 degrés. Autour de la position de tir, la neige est lourdement mêlée de suie noire, d'huile de synthèse répandue et de sang humain gelé. La limite de résistance physique de la machine soviétique est elle aussi atteinte. L'infanterie allemande s'approche à s'y méprendre. Un nouvel obus de mortier de 81 mm éclate exactement sur le joint des plaques de la tourelle. L'onde de choc fracture le blindage ductile, affaibli par de multiples impacts directs. Un éclat dentelé traverse l'espace étroit saturé de gaz et entaille profondément l'épaule du lieutenant Stepanov. Le commandant s'affaisse en silence sur la culasse brûlante, perdant instantanément une quantité massive de sang artériel. L'héroïsme au niveau tactique n'est jamais qu'une marge d'erreur statistique pour le commandement stratégique. Le combat est terminé. Commence alors la routine lourde et sale de la survie. Le tireur et le pourvoyeur, dans un effort physique extrême, repoussent le lourd portillon du chef de char, coincé par les impacts. Le vent d'hiver glacial s'engouffre agressivement dans la chambre à gaz étouffante qu'est devenue le compartiment de combat. Respirer devient plus facile, mais le froid mordant saisit instantanément les corps des tankistes trempés d'une sueur âcre. Stepanov perd connaissance suite à l'hémorragie massive et au choc traumatique. Son corps entraîné devient totalement inerte, se transformant en 80 kilos de poids mort. « Prends-le par le col, tire vers le haut !» râle sèchement le pourvoyeur, appuyant ses mains écorchées et sanglantes contre les bords gelés de l'écoutille. « Gromov est en bas, faut sortir le mécanicien !» siffle péniblement le tireur, empoignant le commandant par les sangles de son baudrier en cuir. Gromov est soudé au levier par le gel. Il tient l'angle. On le laisse. On décroche. Vite! Les tankistes extraient avec peine le lieutenant blessé sur le blindage enneigé. Laisser un camarade mort dans un char qui refroidit rapidement n'est pas une trahison.
c'est un fait logique et brutal de la guerre totale. La mort dans ces forêts n'a pas de sens sacré. Elle n'est que la conséquence directe de la rupture de l'intégrité d'un organisme biologique par un morceau de métal brûlant. Le char lourd Kliment Vorochilov en reste sur sa ligne. Le colosse de 47 tonnes se transforme en un tombeau monolithique pour son mécanicien conducteur. La thermodynamique reprend ses droits. Le tube brûlant commence à refroidir rapidement. Le métal de la coque se rétracte sous l'effet des températures extrêmes, émettant des claquements secs. Le pourvoyeur étale une bâche de protection rigide sur la neige ensanglantée. Les survivants déposent le commandant exsangue sur ce traîneau improvisé et le traînent lentement vers la profondeur de la forêt. Commence alors une marche forcée, épuisante, vers leur propre ligne. Leurs jambes de coton s'enfoncent dans les congères jusqu'aux genoux. Leur respiration brisée n'est plus qu'un sifflement continu. Derrière eux résonnent les détonations sourdes et mourantes des tirs de mortier. L'ennemi ratisse aveuglément le massif forestier, terrifié à l'idée de s'approcher de la colonne détruite. Après 2 heures d'un trajet exténuant à travers les bois, les restes de l'équipage débouchent sur les positions de l'infanterie soviétique. Mais il n'y a ici aucun salut tant attendu. C'est le chaos absolu de premier mois de 1941. L'armée épuisée recule à toute allure. Sur la route de campagne défoncée et verglacée, un flux ininterrompu et désorganisé d'unités d'infanterie en retraite s'étire. Des soldats gelés, mortellement fatigués, marchent vers l'est, s'appuyant lourdement sur leurs fusils Mosin Nagant. Des camions Polutorka, bondés de blessés gémissants, font hurler leurs moteurs usés et patinent impuissants dans la boue glacée. Les tankistes hissent en silence la bâche transportant Stepanov dans la caisse d'un camion ZIS-5 de passage. Dans le tumulte d'une retraite stratégique totale, personne ne se soucie d'une percée locale stoppée. Le grand sacrifice humain se noie instantanément dans la masse anonyme de la catastrophe militaire globale. Un officier d'état-major fatigué, les yeux rougis par le manque de sommeil chronique, passe précipitamment près du véhicule, serrant contre sa poitrine sa sacoche de cuir élimée contenant les cartes opérationnelles. « Quelle unité? Qui êtes-vous » lance-t-il brusquement, sans même tourner la tête. « Équipage de chars lourds, côte numéro 80, colonne blindée allemande entièrement détruite. Commandant grièvement blessé » débite le tireur d'une voix sèche, dénuée de toute émotion. « Envoyez-le au bataillon sanitaire. La machine a été abandonnée sur la ligne. Je la note en perte sèche. Circulez, ne bloquez pas le mouvement de la colonne. » L'officier se volatilise dans l'épais blizzard gris. Aucun rapport écrit détaillé, aucune citation, aucune reconnaissance officielle de l'exploit. À la guerre, les papiers d'état-major s'égarent et brûlent bien plus vite que ne s'éteignent les vies humaines. La destruction de 40 blindés ennemis est un succès technique et tactique colossal. Mais à l'échelle monstrueuse d'un front qui s'effondre, il se dissout totalement. La guerre broie impitoyablement l'héroïsme exceptionnel pour en faire une routine grise quotidienne. Les camarades tués au combat sont rayés à jamais des listes de rationnement d'un simple trait de crayon indélébile. Le camion tressaille de toute sa caisse en bois et rampe lentement sur l'ornière glacée, s'éloignant de la ligne de contact. Le tireur regarde fixement le ciel, couvert de bas nuages de plomb. Le vide à l'intérieur de sa poitrine devient absolu et strident. La mécanique de la Grande Guerre ne tolère organiquement aucun sentimentalisme. La mission de combat est remplie, la dotation de bord épuisée, la machine de 47 tonnes perdue. Les maigres informations sur ce combat féroce s'enliseront à jamais dans les archives de l'arrière, sous forme de lignes sèches et anonymes,
concernant les disparus, avant de brûler sans laisser de traces lors d'un futur bombardement massif d'une gare de triage. Le char gelé, avec son conducteur mort à l'intérieur, reste planté dans une forêt profonde de la région de Moscou, recouvert inexorablement par un épais linceul de neige blanche et piquante. L'histoire mécanique de l'équipage s'arrête ici, enseveli sous les cendres de la retraite. Commence alors un long et glacial oubli. Ce long oubli de glace s'étire sur 72 ans. Les archives de l'état-major du front brûlent sans laisser de traces lors d'un bombardement aérien massif d'un nœud ferroviaire. Les lignes dactylographiées des rapports opérationnels se transforment instantanément en une cendre grise et immatérielle. L'équipage du char lourd Kliment Vorochilov I est définitivement effacé de l'historiographie officielle, devenant un vide statistique absolu dans les listes infinies des pertes sèches et des disparus. Les 40 engins ennemis détruits de la division d'élite SS sont attribués par erreur au tableau de chasse d'une batterie d'artillerie anti-char anonyme, dont les positions mal camouflées furent rasées par l'aviation de chasse allemande à peine 24 heures plus tard. La mathématique de la guerre totale est impitoyable et d'un cynisme extrême. Sans confirmation documentaire frappée du sceau officiel, le fait historique lui-même n'existe pas. Le monstre de fer meurtri, qui avait arrêté seul la lave blindée de la Wehrmacht, s'enfonce lentement, année après année, dans le sol marécageux de la forêt moscovite. Le temps agit comme le plus efficace des oxydants naturels. La corrosion dévore impitoyablement les 75 mm d'acier ouralien, autrefois imprenables. Les racines épaisses des pins centenaires enlacent définitivement le tube froid et mort du canon de 76 mm ZIS-5, s'insinuant par la bouche béante jusque dans l'âme du canon. Année 2013, octobre. Le silence de la forêt automnale humide est brusquement déchiré par un tintement métallique sec et perçant. Le tranchant d'une pelle de sapeur heurte avec force un obstacle dur et infranchissable sous une couche de 50 cm de tourbe dense et mouillée. Ça sonne. Une grosse masse de fer. On creuse ici, prononce sèchement le chef du groupe de recherche, jetant son lourd sac à dos sur le feuillage jaune et rance. Du blindage ? Demande brièvement un jeune chercheur, enfonçant de force une longue sonde d'acier dans la terre noire. Le métal crisse contre l'obstacle. On dirait une tourelle moulée. Allez les pelles, dégagez l'humus. Les coups des outils de terrassement ouvrent rythmiquement le sol lourd et tassé. La terre humide rend ses secrets à contre-cœur, centimètre par centimètre. À la surface, émerge lentement la joue massive d'une tourelle de char. Les bords déchiquetés d'une profonde perforation, causée par un obus sous-calibré allemand de 50 mm, au noyau de carbure de tungstène, sont colmatés par des décennies de boue. La physique de la destruction totale est conservée dans cette terre. Ce métal déchiré et oxydé n'est pas un monument de musée abstrait, c'est la preuve physique directe de la limite de l'endurance humaine. « Perforant, charges sont arrêtées !» hurle le lieutenant Stepanov, se brisant les cordes vocales à travers le fracas fantôme des explosions qui se font en un bourdonnement monotone. « Feu !» Les chercheurs travaillent en silence, avec méthode et acharnement, rejetant sur le parapet des dizaines de kilos de terre grasse et des morceaux de chenilles rouillées. Le tintement sec des outils contre le blindage corrodé s'entremêle étrangement avec l'écho de ce combat infini. « Ricochet sur le masque! Le blindage tient !» crie le tireur dans un spasme, essuyant machinalement le sang chaud qui coule de son arcade sourcilière profondément entaillée. De lourds gants de toile nettoient soigneusement l'argile collante de l'écoutille de commandement déformée. À l'aide d'un pied de biche massif, d'une masse lourde et d'un treuil manuel,
Les hommes arrachent le couvercle de plusieurs tonnes, soudé par le temps, dans un grincement à glacer le sang. Les verrous ont pourri depuis longtemps. À l'intérieur de la boîte blindée règne une odeur épaisse et confinée d'humidité séculaire et d'huile moteur décomposée. Le faisceau étroit d'une puissante lampe tactique déchire l'obscurité absolue du compartiment de combat. Sur le plancher d'acier strié gisent des dizaines de douilles de laiton, devenues d'un vert profond sous l'effet de l'humidité. Il y en a exactement 114. La dotation complète d'un char lourd. Pas une seule inutilisée. Le faisceau de lumière blanche glisse lentement plus bas, vers le compartiment de conduite gelé. « Le mécanicien conducteur est là », prononce calmement le chef de groupe, s'agenouillant sur le métal froid. « Il est aux commandes. » Les restes du mécanicien Gromov sont assis à leur poste de combat. Les phalanges blanchies de ses doigts serrent toujours les poignées d'acier rouillées des embrayages latéraux. Ses os longs s'appuient contre les pédales figées. L'homme et la machine de plusieurs tonnes ont fusionné en un circuit physique unique et indissociable. Il n'a pas lâché les commandes. Il a maintenu l'angle de protection calculé du blindage frontal jusqu'au dernier battement de son cœur. Sa mort biologique est devenue le fondement tactique inébranlable de l'anéantissement total de l'ennemi. « Peut pas lâcher, je tiens l'angle. Tire !» Un râle de mort humide et bouillonnant semble remonter des profondeurs, se noyant instantanément dans le claquement d'une culasse. La tragédie de décennies d'oubli s'achève ici, au fond de cette excavation forestière. Un médaillon de soldat en ébonite, jauni par le temps, est extrait avec précaution d'une poche de poitrine décomposée. Le mince ruban de papier à l'intérieur de la capsule hermétique a miraculeusement conservé son antre délavé. La marge d'erreur statistique anonyme des rapports d'état-major retrouve une chair réelle, un nom précis et un grade militaire. La capitale sauvée se dresse, immuable, à seulement quelques dizaines de kilomètres derrière cette ligne. La mégapole vit sa vie trépidante, sans même se douter que ses fondations solides reposent encore sur les os du mécanicien Gromov, figé sur des leviers rigides et sur 47 tonnes d'acier ouralien rouillé. La guerre est un travail absolument sale et lourd, dans un enfer de glace, que de vrais professionnels ont mené jusqu'au bout. La véritable mémoire ne vit pas dans les belles paroles. La mémoire, c'est le poids physique colossal du métal extrait de la terre. C'est ce cylindre d'ébonite soigneusement nettoyé de son argile incrustée. Tant que les pelles frappent la terre, tant que les noms retrouvés sont prononcés à haute voix, clairement et distinctement, les héros restent à leur poste de tir légitime. Ils reviennent silencieusement du néant. La ligne de front n'est pas rompue. Le travail est fait. Point final.